Donc, j'ai dit que ici nous avons le cuve à ondes, c'est le dispositif expérimental qu'on va utiliser. Il nous permet de créer une onde mécanique progressive sinusoïdale. Là, on utilise uniquement, là ce sont les boutons de stroboscope mécanique. Là, ici il y a un trou qui permet de donner de la lumière puis de l'obscurité, et par la suite se servir comme un stroboscope, et à partir duquel on aura une immobilité apparente. On passera directement à l'expérience. Vous avez, je pense, vu cette là. Nous voyons que avec une source ponctuelle, nous obtenons des rides. Ici, en utilisant le stroboscope. En utilisant le stroboscope, nous observons des cercles concentrés sur le vibreur, séparés par des zones où il y a de l'obscurité. Donc on dira que l'onde observée ici, c'est une onde qui est mécanique périodique et se répète. Là, vous voyez que la distance qui sépare ce cercle, elle est la même. Et on appellera cette distance entre ces cercles, c'est un multiple de longueur d'onde lambda. Et par la suite, nous pouvons, si vous vous rappelez, lorsque nous avons vu la surface de cuve à ondes avec l'éclairage ordinaire, qu'est-ce que nous voyons autour de vibreurs? Nous pouvons le revoir par la suite, uniquement des rides concentrées sur le vibreur. D'accord? Donc là, nous avons une onde qui est mécanique sinusoïdale circulaire, ce qu'on appelle les lignes d'ondes sont des cercles qui représentent ces points-là, sont des points qui ont le même état de vibration. Et la distance qui sépare ces points-là est un multiple de la longueur d'onde lambda. On va essayer de voir là. On change on va voir là. Là, on change de vibreur, on utilise une règle et nous constatons que les lignes d'onde ici ne sont pas des cercles, mais ce sont des droites parallèles. Je vais essayer de voir après, voilà, on a remplacé les vibreurs et on voit qu'il y a des droites parallèles. La distance qui sépare ces ces droites parallèles, elle est la même. Maintenant, on passe à la deuxième partie, c'est que on utilise un obstacle, si vous vous rappelez, un obstacle, et sur cet obstacle, il y a une ouverture. Et nous essayons de prendre des distances différentes. Cette ouverture, elle a la dimension de la longueur d'onde. Et vous voyez que derrière l'obstacle, il y a création d'une onde comme si sa source, là, ici, vous voyez que l'onde, comme s'il apparaît à partir de cet obstacle. Et nous avons fait changer, vous voyez là, si nous changeons, voilà, l'orientation de cet obstacle, aussi l'orientation de l'onde va changer. Ça, c'est l'onde incidente.
Et là, c'est ce qu'on appelle l'onde réfractée. Et si nous essayons de comparer la distance entre ces cercles-là et les cercles-là, c'est la même distance. Et même la vitesse de propagation de l'onde incidente et de l'onde réfractée, ils ont la même vitesse. Là, nous avons changé. Au lieu d'avoir une distance de même ordre de la longueur d'onde, elle est plus grande. Et nous voyons qu'il y a une transmission de l'onde et non pas une... Je reviendrai vers l'arrière. Voilà. On va essayer de voir que l'onde n'est pas... C'est pas une onde réfractée. Je vais essayer de ramener la partie là. J'arrêterai et vous voyez que cette partie-là, c'est là l'ouverture, elle est très grande devant, de là à là, elle est très grande devant cette longueur d'onde. Et nous voyons qu'il y a une transmission de l'onde, c'est l'onde incidente qui passe de l'autre côté. Et ce que nous voyons ici, ce n'est pas l'onde réfractée, mais c'est l'onde transmise. D'accord? Donc, pour avoir un phénomène de diffraction, il faut avoir une onde incidente, ce qu'on appelle une ouverture dans un obstacle, soit une ouverture dans un obstacle ou sur le bord d'un obstacle, et elle naît une onde qu'on appelle une onde réfractée, qui a la même fréquence, la même vitesse. Évidemment, dans cette expérience-là, dans le cuve à onde, nous avons utilisé la même profondeur dans cette cuve. Si la profondeur de l'eau de deux côtés ne sont pas les mêmes, on ne verra pas la même longueur d'onde de ce côté-là. Ça, c'est un phénomène qui dépasse notre programme. Mais pour nous, nous avons toujours, s'il y a un obstacle dont l'ouverture est de même ordre de la longueur d'onde, toujours on a un phénomène qui s'appelle la réfraction. Et on appelle l'onde qui est née à partir de cet obstacle. Et vous voyez toujours l'onde réfractée est une onde qui est circulaire. Qu'elle soit l'onde incidente circulaire ou qu'elle soit rectiligne, celle que nous avons vue tout à l'heure avec les lignes d'onde sont des droites parallèles. Qu'elle soit l'onde rectiligne ou circulaire, toujours l'onde à travers un obstacle où il y a une ouverture, nous obtenons une onde qui est quoi? Circulaire. D'accord? On écrira ceci par la suite. Donc on passe... Oui. Ce qui, pour nous, il y a un état, soit que l'ouverture de même ordre de grandeur inférieure, c'est-à-dire si la longueur d'onde est de 2 cm, 2 cm et moins, toujours on aura le phénomène de diffraction. Au-delà de 2 cm, 3, 4, 5, 6, et quelle que soit la dimension de l'ouverture, on n'aura pas le phénomène de diffraction. Là, on obtient une onde diffractée, l'autre on obtient de l'onde transmise, et cet obstacle, dans le cas où D est supérieur à la longueur d'onde, cet obstacle joue le rôle d'un diaphragme. On dit que l'onde est diaphragmée, c'est-à-dire on limite la propagation dans une région donnée. Mais dans la diffraction, là, nous observons l'onde derrière l'obstacle.
On va en discuter tout à l'heure et mentionner ceci. La diffraction en elle-même, comme définition, c'est une onde qui essaie si vous voulez, de passer derrière un obstacle. Le diaphragme, si j'utilise un diaphragme, il ne permet de passer uniquement à travers l'ouverture. Ce côté-là, non. Mais la diffraction, elle permet d'obtenir l'onde dans une région où, en réalité, il ne doit pas être là. En utilisant les lois simples de la lumière, c'est le passage où se voulait la propagation rectiligne de la lumière. En réalité, si nous disons là, il y a une source et la lumière, voilà un rayon lumineux. C'est-à-dire, on aura un éclairage uniquement ici. Mais comment expliquer avoir une onde là et une onde là? Cette propagation rectiligne de la lumière ne répond pas à cette question. Si la lumière est limitée à cette partie-là, on dit que cette ouverture joue le rôle d'un diaphragme. C'est comme dans une émission télévisée, on utilise de la lumière, on focalise la lumière sur une personne. On ne voit rien ce qui est alentour. C'est ça le rôle d'un diaphragme. Mais une fois que cette distance diminue, à partir d'une distance donnée où l'ordre de grandeur est comparable à la longueur d'onde, un autre phénomène physique apparaît qui n'est pas semblable à celui-ci et que ce que nous avons vu ici ne permet pas d'expliquer. Donc la seule explication, c'est que c'est un phénomène nouveau qu'on appelle la diffraction, et évidemment il y a une explication de ce phénomène. On en parlera par la suite. D'accord? Donc 3.1, dispositif où on commence par onde. 3.1, onde mécanique progressive périodique sinusoïdale circulaire. On fera le schéma de dispositif expérimental et comment nous avons obtenu cette onde-là. Ça, c'est la cuve à onde. Là, c'est le stroboscope. Là, c'est l'écran où vous avez vu ce qu'il y a à l'intérieur. Là, c'est transparent. Et à l'intérieur, il y a un miroir qui est oblique, qui essaie de donner l'image de ce qui se passe ici sur l'écran. Un écran qui est translucide. Donc ici, on verra uniquement des rides circulaires concentrées sur le vibreur. Et ici, avec le stroboscope, des cercles En réalité, nous avons tous le schéma. Et si vous avez bien observé que il y a un phénomène d'amortissement,
c'est-à-dire à partir d'une distance donnée, nous ne pouvons pas voir clairement les ondes, ces lignes d'ondes circulaires. Entre les deux, donc ici c'est le vibreur, ride circulaire, à la lumière ordinaire, comment expliquer cette zone où il y a un éclairage qui est intense et la partie où il y a de l'obscurité? À votre avis? Le phénomène qui se produit, c'est des rides. Je vais essayer de schématiser ce qui se produit là. Là, une coupe transversale. Je vais essayer de faire une coupe transversale de ce qui se produit là. L'eau que nous avons ici, c'est celui-là. Et là, c'est uniquement une coupe qui est transversale. Je fais une coupe transversale de ce que j'ai ici. Donc, en réalité, l'eau, la surface de l'eau, prend cette forme. Et cette cercle qui est en vert, elle regroupe dans toutes les directions ces points-là. Et là, c'est la deuxième. Uniquement pour comprendre. En faisant tourner ce plan-là de 360 degrés, on constituera un cercle qui regroupe tous les crêtes, ce qu'on appelle les crêtes. Et ceci, nous n'avons pas encore répondu à la question pourquoi nous observons là, c'est une coupe transversale. Du milieu. Donc, comment on observe ce que nous avons vu ici? Là, pourquoi de la lumière claire là et il y a l'intensité lumineuse, il est
minimale dans d'autres régions. Où il y a la lumière nucléaire, il y a une vague. Une? Oui. Mais comment on a pu oui, la cause de cette lumière? Parce que on va voir par la suite qu'on aura une zone éclairée et une zone qui est sombre, qui n'a rien à voir avec ce que nous voyons ici. D'une façon, on va voir. Mais ici, cette déformation, en utilisant de la lumière, c'est la lumière ici. Avec un éclairage du bas, cette partie-là, elle fait concentrer, donne une convergence de la lumière ici, et celle-là donne une divergence. Toutes ces crêtes-là, ils donnent une divergence, c'est-à-dire un cercle. Mais là, la lumière venue à cette partie-là, joue le rôle comme une lentille divergente. Et il disperse de la lumière. Et c'est pour cela, dans cette région, on ne voit pas de la lumière comme dans cette partie où cette crête-là, ces crêtes jouent le rôle d'une lentille qui est convergente. On peut dire que c'est comme quand on est dans la mer, quand on va dans la profondeur, oui. Il y a plus... La lumière, peut-être si l'eau elle est claire, tu vois au fond qu'il y a une partie qui est éclairée, une partie qui n'est pas éclairée. Ça veut dire que l'eau joue le rôle, soit il converge de la lumière dans une région donnée, soit il joue le rôle, il donne une diverge et donne un éclairage qui est moins intense. D'accord? Donc, c'est le jeu de lumière qui donne cette sensation de lumière qui est une partie qui a une intensité lumineuse supérieure à l'autre partie. Donc, avec une phrase, nous dirons, en réglant la fréquence de stroboscope, en réglant la fréquence de stroboscope, en réglant la fréquence de stroboscope sur la fréquence de la source, en réglant la fréquence de stroboscope sur la fréquence de la source, on observe des cercles des cercles concentrés sur le vibreur. On observe des cercles concentrés sur le vibreur, distants, d'une distance qui est le multiple de la longueur d'onde, utiliser une autre couleur, de la longueur d'onde qui représente la périodicité spatiale, la longueur d'onde qui représente la périodicité spatiale. Et revenez au schéma là et mentionnez cette longueur d'onde lambda, soit entre deux cercles de traits plats ou deux cercles de traits discontinus.
Et on va, sur ce schéma aussi, on va mettre ici lambda, et ici, ça sera lambda. C'est une distance entre deux crêtes successifs ou deux creux. Là, c'est le creux, ce sont les creux, et là, ce sont les crêtes. À la ligne, on appelle longueur d'onde lambda, on appelle longueur d'onde lambda. La distance qui sépare deux points, on appelle la longueur d'onde lambda. La distance qui sépare deux points successifs qui sont en phase, qui séparent deux points successifs qui sont en phase. Donc on passe à 3.2. Onde mécanique progressive périodique rectiligne. Onde mécanique progressive périodique sinusoïdale. Rectiligne. On va faire un petit schéma. Là, on utilise une lame ça c'est et ces crêtes-là, ces creux, de là, là, c'est la longueur d'onde lambda. Et aussi de là, lambda.
Sans oublier qu'entre les crêtes là et les creux, c'est lambda sur 2. C'est entre là et là, c'est lambda sur 2. Ces points vibrent en opposition de phase, ces points vibrent en phase. Là, c'est M1, M2, M3 et M4. Et là, on notera N1, N2 jusqu'à N1, N2, N3. Et nous disons que les MI vibrent en phase. MI et les points MI vibrent en phase, c'est-à-dire que D est égal à K fois lambda. Aussi, les NI vibrent en phase. MI et NI, les points MI et NI vibrent en opposition de phase. Et ces traits que vous voyez là, ce sont les lignes d'onde qui sont des droites parallèles équidistantes. Et on finira par 3,3, la diffraction. Pardon? La diffraction. C'est donc soit qu'on compare des points MI qui appartiennent aux crêtes, et tous les points qui appartiennent aux crêtes sont des points qui vibrent en phase,
Et aussi tous les points NI qui appartiennent à des creux sont aussi en opposition de phase, mais les points, les crêtes avec les creux sont en opposition de phase, où ils vibrent ils ont des états de vibration opposés. Donc, pour passer à la diffraction, et l'exemple que nous avons devant nous permet de parler de la direction de l'onde. C'est un exemple qui peut nous donner une idée sur la direction d'onde. Et surtout, l'exemple d'une onde sinusoïdale rectiligne. Donc, ces lignes en trait plein représentent ce qu'on appelle ce sont en réalité les lignes d'onde, et toute droite perpendiculaire à ces lignes nous donne la direction. Ça veut dire, si je veux connaître la direction de l'onde, il suffit de prendre, voilà, là c'est la direction. Dans ce cas-là, je peux l'orienter dans ce sens-là. D'accord? Donc la direction de l'onde, elle est verticale par rapport à ce schéma-là, mais si je vais essayer de tracer une onde comme ça, quelle est la direction de cette onde? Sachant qu'il y a la source ici, qu'est-ce que je dois faire? Je dois tracer la perpendiculaire, et puisque la source là, donc la direction est oblique, de sens de ce côté-là. D'accord? Toute onde, il a une direction. Elle a ce qu'on appelle des lignes d'onde, et toute droite perpendiculaire à cette ligne d'onde est nommée comme direction. À remarquer que l'exemple des ondes sonores, ce sont des ondes sphériques. Ça veut dire que la surface d'onde est une sphère, et tout rayon de cette sphère est appelé peut être direction de cette onde. D'accord? Donc pour nous, pour parler de la diffraction, nous devons avoir devant nous cette direction. Donc je dirais qu'une onde mécanique progressive ou autre subit une onde de diffraction s'il arrive à changer sa direction en passant à travers un obstacle où il y a une ouverture. D'accord? Le passage à travers, dans des conditions que nous avons dit, les dimensions de cette ouverture doivent être de l'ordre de grandeur de la longueur d'onde. Dans ce cas-là, cette onde, elle change de direction et même de forme, on va voir, comme nous avons vu en expérience. Donc vous notez, on appelle diffraction le changement, le changement de la direction de l'onde. On appelle diffraction le changement de direction de l'onde lorsqu'il rencontre une ouverture, une ouverture dans un obstacle de dimension de l'ordre de la longueur d'onde lambda. Une ouverture dans un obstacle de dimension de l'ordre de longueur d'onde lambda. On va faire un petit schéma.
Donc on va choisir les deux types. Voici un obstacle. Et voici l'ouverture. Sur vos cahiers, vous utilisez par exemple un petit carreau. Et là, j'ai tracé. Et de ce côté-là, il va naître. On va faire ces deux schémas. Même lambda. On laissera le schéma qui correspond à une ouverture qui est plus grande, lambda inférieur à D, inférieur ou égal. Voilà.